Ah, cette fameuse application. Je suis sûr que tu l'as déjà utilisée des dizaines et des dizaines de fois pour rentrer chez toi après une soirée. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce qu'elle a été conçue et surtout qui est le génie derrière sa conception? Qui est cette personne que tu enrichis à chaque fois que tu prends un Uber pour rentrer chez toi? Cette application est à l'origine d'un phénomène qui a complètement changé l'économie mondiale et la manière dont nous vivons, l'ubérisation. Alors comment est-ce que cette application que personne n'avait vu venir a révolutionné le monde entier? Je te raconte son histoire dans cette vidéo et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu vas être surpris. Alors dans un premier temps, je voulais te faire une petite introduction et te parler de ses fondateurs et de son principal fondateur qui s'appelle Travis Kalanick. Travis Kalanick, c'est l'un des fondateurs d'Uber et c'est un entrepreneur qui est extrêmement suivi et influent dans notre génération. Il est né le 6 août 1976 à Los Angeles et il a bâti sa carrière à force d'acharnement et de détermination. En fait, ce mec-là, il avait aucune limite mentale. Avant de fonder Uber, Travis, il avait fondé une autre société qui s'appelait Red Swoosh, qui était en fait une société, une espèce de logiciel de partage de fichiers. Mais on n'en avait pas vraiment entendu parler avant qu'il fonde Uber en 2009 et là ça l'a propulsé sur la scène internationale et mondiale en tant qu'innovateur et fondateur d'une des plus grandes startups de tous les temps. Il y a un truc qui distingue Travis des autres entrepreneurs à succès, c'est que c'est quelqu'un qui fonce toujours la tête baissée, c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui ne s'en est jamais posé et qui a relevé tous les défis de sa vie et donc tous les défis entrepreneuriaux auxquels il a fait face avec sa persévérance. Il a juste foncé tête baissée et c'est ça qui l'a amené en fait à la réussite incroyable et très rapide d'Uber. C'est quelqu'un qui est extrêmement audacieux et il a fallu l'être parce que Uber a complètement révolutionné le marché. Par contre, il y a un autre côté de la pièce. Travis est un entrepreneur connu pour ses aspects manipulateurs et très arrogant parfois. Et ses traits de caractère qui sont aussi communs à d'autres entrepreneurs à succès ont aussi amené Uber dans des zones un peu d'ombre et de controverse. Enfin bref, on peut dire que Travis Kalanick a complètement révolutionné le secteur du transport et même au-delà de ça, il a révolutionné la manière dont on vit. Donc qu'on l'aime ou pas, on peut tous s'accorder sur le fait qu'Uber est venu telle une météorite sur la Terre, a changé énormément de choses, il y a eu un avant et un après Uber et que Travis a complètement laissé sa trace dans le monde de l'innovation, de la start-up et de la technologie. Et son parcours, il devrait être une source d'inspiration pour énormément d'entrepreneurs, notamment toi si tu regardes cette vidéo et c'est ce pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc l'objectif principal de la vidéo que tu es en train de regarder, c'est de te donner toutes les clés qui ont permis à Travis et à son cofondateur, on va le voir dans la suite de la vidéo, pour créer un empire tel que l'est Uber aujourd'hui et pour que tu puisses t'en inspirer. Du coup, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais t'expliquer un peu ce qu'est Uber, même si tu connais probablement l'application, mais on va surtout revenir au début d'Uber. Alors, tu le sais sûrement, Uber est une application américaine qui met en relation des chauffeurs et des personnes qui veulent se déplacer d'un point A à un point B grâce à une application. Donc concrètement, tu vas aller sur l'appli Uber, tu vas dire où est-ce que tu veux aller et ça va te mettre en relation avec un chauffeur qui va venir te récupérer au point, donc à la localisation à laquelle tu es et qui va t'emmener à la localisation à laquelle tu veux aller. Alors comment est-ce qu'Uber a commencé en 2008? Parce que c'est ça qui est important. Alors tout a commencé en 2008 lorsque deux entrepreneurs qui se connaissaient et qui sont devenus associés par la suite, Travis Kalanick et Garrett Camp étaient à Paris et avaient du mal à trouver un taxi. Et donc le fait qu'ils galèrent à trouver un taxi, ça les a amenés à se poser des questions. C'est souvent ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs d'ailleurs. C'était cette question, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une plateforme qui permette aux gens comme nous de trouver un chauffeur privé? Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'Uber. Alors ça, c'est la version que raconte publiquement Uber. Maintenant, la vraie version, c'est pas forcément celle-là, elle est un peu différente. La réalité, c'est que Garrett Camp, un des deux cofondateurs, avait eu une idée qui était bien plus simple de base, qui était de créer une société de transport avec des chauffeurs privés de luxe. Donc en gros, ils achèteraient des véhicules de luxe comme des Mercedes, des grosses berlines par exemple. Ils embaucheraient des chauffeurs privés habillés en costume, etc. Et ils s'adresseraient à une clientèle de luxe, donc de prestige. Et en fait, le but de cette société, ça aurait été de faire éviter l'attente qui souvent est reliée au taxi, aux gens qui avaient les moyens de se payer ce genre de transport privé. Sauf que lorsqu'il a rencontré Travis, Garrett, il s'est vite rendu compte que la viabilité financière et le business model de cette société-là, donc de sa première idée, n'est pas très viable. Et donc c'est en discutant entre eux qu'ils se sont rendus compte que le mieux, ce serait de créer une plateforme qui mette en relation les deux parties. Et c'est de là qu'est née l'ubérisation. Et pour concrétiser cette idée de plateforme, en fait, Garrett Camp, il s'est extrêmement inspiré d'un film qui s'appelle Casino Royale, qui est sorti en 2006. Ce qui se passe dans ce film, c'est qu'à un moment donné, il y a James Bond qui sort son téléphone et qui utilise une application. Et cette application, en fait, elle lui calcule le trajet entre le point A et le point B, donc le point dans lequel il se trouve et le point où il
il veut aller. Ça lui calcule tout seul le meilleur itinéraire. Et en fait, Garrett, il s'est complètement inspiré du design de cette application-là pour créer Uber. Alors bien évidemment, il y a eu quelques difficultés. Pour rappel, en 2006-2008, les applications mobiles sur téléphone telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'était pas forcément très commun. Il y avait très peu de gens qui possédaient des smartphones de qualité qui permettaient d'utiliser ce genre d'application. Donc ça a été un des premiers défis à relever. Heureusement, Steve Jobs est vite arrivé avec son iPhone et l'App Store et ça a permis à Uber de complètement skyrocketé, comme on dit. Le deuxième problème qu'il y a eu dans les débuts d'Uber, c'est que les smartphones ne possédaient pas forcément des GPS de haute qualité et que donc les taxis, parfois, étaient obligés de demander aux clients, en fait, directement quel était l'itinéraire. Parce que les taxis connaissent très bien les villes généralement, mais c'est pas non plus des maps-mondes. Et encore une fois, Steve Jobs est arrivé à la rescousse d'Uber et a intégré un GPS de très haute qualité et de très haute précision dans les derniers iPhones, ce qui a permis à Uber de l'intégrer à leur plateforme. Et tout ça était basé en fait sur la géolocalisation de l'iPhone lui-même qu'ils ont pu appliquer sur le téléphone du chauffeur et sur le téléphone du client. Maintenant, on va voir ensemble quels ont été les premiers pas de l'entreprise et notamment son lancement à San Francisco, dans la Silicon Valley, en 2010. Alors déjà en 2009, lorsqu'elle a été fondée, la société ne s'appelait pas Uber, elle s'appelait UberCap, qui signifie Super Taxi en français. Ce qui s'est passé, c'est que dès le début, il y a eu énormément d'utilisateurs qui ont commencé à utiliser Uber. Cependant, l'entreprise s'est heurtée à plein de problématiques juridiques et légales, et on en a encore Louis aujourd'hui avec les taxis qui se révoltent, tout simplement parce que Uber ne possède pas les véhicules des chauffeurs. Et qu'à l'époque, ça c'était complètement interdit de vendre les services d'un chauffeur sans posséder son véhicule. Ce qui s'est passé, c'est donc que Travis et ses associés se sont dit « Ok, il faut absolument qu'on fasse une croissance tellement rapide que le gouvernement nous accordera des passe-droits. » Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attiré un maximum de chauffeurs et un maximum de clients en offrant les premières courses gratuites. Ils proposaient des cadeaux aux chauffeurs. Bref, ils ont tout fait pour les séduire et les attirer sur l'application. Et résultat, ça a marché. Il y a eu des milliers et des milliers d'utilisateurs. Mais ça n'a pas suffi parce qu'en fait, les réglementations, ce sont les réglementations. Quand il y a des lois, elles doivent être respectées. Et la police a toqué au bureau de Travis. Ils ont commencé à mettre des amendes de 5 000 € à certains chauffeurs, de 90 € à certains clients qui utilisaient ces services. Ils ont tout fait en fait pour répréhender l'utilisation d'Uber malgré le fait que l'application était très appréciée. Donc Uber a essayé de réagir, ils ont même installé un bouton dans l'application apparemment qui permettait de soutenir Uber vis-à-vis des actions de répréhension de la police. Ils ont continué à faire leur petit chemin et ils ont payé les amendes jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution qui paraît bête sur le papier mais qui en vérité était très intelligente de leur part, c'est qu'ils ont retiré le mot cab, ce qui signifie taxi, dans UberCab. Et donc à partir du moment où ils ont retiré ce mot taxi, il n'était plus restreint et il n'était plus encadré par les réglementations du monde des taxis, et donc là ils ont pu se permettre de faire ce qu'ils voulaient. Juridiquement, ils se sont tout simplement évincés du monde des taxis. À ce moment-là, c'était carton plein pour Uber, Travis et ses associés pensaient qu'ils étaient tirés d'affaire, et on va le voir dans cette vidéo, c'était pas du tout la fin. Après cette petite histoire et ces problèmes réglés, Uber avait le vent en poupe et ils ont décidé de s'exporter à l'international. Ils ont ouvert plus de 30 villes, je crois, dans différents pays, notamment à Paris. Et ça, c'était en 2011. En 2011, ils font une levée de fonds de 32 millions de dollars avec des énormes acteurs de l'investissement, comme par exemple Jeff Bezos. Ensuite de ça, en août 2013, la valorisation d'Uber passe à 3,5 milliards de dollars, puisqu'il y a des fonds comme Google et TPG qui ont commencé à investir à hauteur de plus de 500 millions de dollars dans l'entreprise. Et à ce moment-là, Travis Kalanick annonce que le chiffre d'affaires d'Uber ne fait que de doubler d'année après année. En 2015, Uber est présent dans plus de 50 pays et plus de 253 villes à travers le monde. C'est à partir de ce moment-là, à partir de 2015, qu'on a vraiment pu observer l'ubérisation du monde. Et à partir de 2015, Uber a complètement changé la manière dont les gens se déplaçaient. Alors arrivé à ce niveau-là, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont décidé de diversifier leurs services et surtout d'entrer en bourse. En décembre 2018, Uber décide de déposer son dossier d'entrée en bourse à la SEC aux États-Unis et forcément tous les médias s'en sont emparés, notamment le Wall Street Journal. De base, cette entrée en bourse devait être discrète, mais comme Uber était un mastodonte et avec un potentiel énorme en tant que start-up, il y a des millions et des millions d'investisseurs qui se sont rués sur cette entrée en bourse et ça reste à présent l'une des meilleures entrées en bourse de tous les temps. Et Uber a décidé de diversifier ses services et aujourd'hui ce qu'on retrouve dans l'application avec Uber Eats, avec les différents types de Uber comme Uber Comfort, Uber Black, tous ces différents types de diversification, ils les ont effectués après leur entrée en bourse, donc aux alentours de 2019-2020. Et à partir du moment où ils ont commencé à diversifier leurs services, ça a encore une fois explosé et là aujourd'hui tout le monde utilise Uber. Moi personnellement je ne connais pas une personne qui a jamais utilisé l'application
l'application Uber, que ce soit pour Uber Eats ou pour se déplacer avec Uber normal. Sauf qu'avec tout ça, Uber a connu, comme toute entreprise, et surtout de ce niveau-là, des scandales, des réglementations et des crises très hardcore. Il y a eu déjà des problèmes juridiques. Et ces problèmes juridiques, c'est ceux qui ont causé les crises et les grèves en fait des taxis qu'on a pu voir il y a quelques années en France, puisque avec Uber, tout le monde pouvait devenir chauffeur. Il n'y avait aucune qualification nécessaire. Il suffisait juste d'avoir un véhicule et tu pouvais devenir chauffeur Uber Eats. Alors que les taxis, ils doivent obtenir une licence, un permis, et ça prend généralement des années, ça coûte beaucoup d'argent pour les obtenir. Et donc ça n'a pas plu aux autorités du monde entier. Et en France, on a eu un cas très particulier. Et donc il y a eu des répréhensions sur les chauffeurs. Il y a de plus en plus de chauffeurs qui se sont fait arrêter et qui ont payé des amendes. Et Uber a dû payer des millions et des millions d'amendes aussi. Il y a eu aussi des histoires de concurrence. Il y a une petite anecdote qui dit qu'apparemment, un jour, Travis marchait dans la rue et a vu une femme monter dans un espèce de taxi avec un logo rose qui représentait une moustache. Il se demandait ce que c'était et en fait c'était l'application Lyft qui est le premier concurrent historique d'Uber. Le problème c'est que Lyft était moins cher qu'Uber pour les clients et les chauffeurs étaient payés plus cher par Lyft. Et il y a eu des réponses assez marrantes d'Uber et donc de Travis qui était à l'origine de ces campagnes marketing pour essayer de tuer la concurrence, comme par exemple une campagne publicitaire dans laquelle il demandait à tous les chauffeurs de couper leur moustache. Il a même fait un système qui était assez impressionnant pour éviter que les chauffeurs privés utilisent et l'application Lyft et l'application Uber en même temps pour avoir plus de courses. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé deux maps différentes, donc deux cartes en fait différentes sur lesquelles les chauffeurs pouvaient obtenir des clients. Une qui s'appelait Heaven, qui veut dire en fait paradis, et qui était là uniquement pour les chauffeurs qui utilisaient uniquement Uber. Donc c'était une map où il y avait plus de clients potentiels et c'était des rémunérations plus élevées. Et il en a créé une autre dès qu'il détectait que le même téléphone utilisait les deux applications, qui s'appelait Hell, donc enfer. Et là, tu étais payé beaucoup moins cher en tant que chauffeur et tu avais accès à beaucoup moins de clients. Tout ça, c'était dans le but de décourager les chauffeurs Uber de l'utilisation de Lyft. Et là, le plus dur dans cette histoire, c'est tous les scandales qui sont arrivés. Premièrement, les chauffeurs Uber, ils ne possèdent pas de protection du salarié puisqu'ils sont tout simplement partenaires de l'application. Et ça a créé énormément de scandales puisqu'il y a de plus en plus de chauffeurs qui vivaient à 100% grâce à Uber, sauf qu'ils bénéficiaient d'aucun des avantages que les salariés normaux devraient bénéficier, comme par exemple en France la sécurité sociale, des assurances, etc. Et ça a fait d'énormes scandales. Il y a eu aussi un scandale qui a particulièrement marqué le monde entier, c'est celui de Doug Shifter, qui était un chauffeur Uber, qui a écrit d'énormes textes et des lettres en fait à cœur ouvert qu'il a publiées sur Facebook, accusant Uber d'avoir complètement gâché sa vie, qu'il a été complètement et qu'il est devenu complètement dépendant de l'application, qu'il faisait ça jour et nuit pour gagner plus, qu'il était sous-payé, bref, que sa vie avait complètement dégradé à cause de l'application et il a fini par se suicider après sa dernière course sur un parking. Il y a eu aussi beaucoup de scandales parce qu'il y a des taxis qui s'étaient liés avec des cartels dans des pays comme le Brésil et l'Amérique du Sud pour aller tuer les chauffeurs Uber parce qu'en fait, ils prenaient des parts de marché au taxi. Il y a eu beaucoup de chauffeurs Uber qui ont porté plainte contre l'entreprise parce qu'ils travaillaient trop pour avoir un salaire qui était correct. Et donc forcément, il y a eu des procès, il y a eu des amendes et des compensations payées par Uber à ces chauffeurs-là. À l'intérieur de l'entreprise Uber, il y a eu énormément de scandales de misogynie et il y a plein d'exemples en fait d'employés Uber, femmes qui recevaient des remarques complètement insensées et catastrophiques en fait. Et ça, il y a eu des scandales aussi énormes. Et il y a par exemple une femme qui s'appelle Suzanne Foiler qui a porté plainte en fait et qui est sortie du silence par rapport à ce qu'elle a connu chez Uber. Apparemment, ses supérieurs lui faisaient plein de remarques misogyne et elle a démissionné. Elle a décidé d'en parler. Elle recevait des remarques du genre « tu es trop bonne pour être ingénieur ». Il y a eu plein d'histoires aussi avec des clients qui ont subi malheureusement des meurtres ou des agressions sexuelles. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Le problème c'est qu'en fait les clients d'Uber sont simplement des utilisateurs de l'application et que Travis et ses associés ne sont en aucun cas garants de ce qui se passe à l'intérieur du Uber. En fait tout ça c'est un peu écrit de manière très floue dans les conditions générales d'utilisation de l'application et malheureusement toutes ces personnes-là qui ont subi des agressions par des chauffeurs ou lors d'une course Uber, souvent ça a été des femmes qui ont subi des viols malheureusement, et elles n'ont pas pu se retourner sur l'application parce que ces cofondateurs en fait c'était baqué juridiquement et ne prenaient pas la responsabilité de ce qui se passait pendant une course. Il y a eu aussi beaucoup de problèmes avec Google et Apple et il y a eu une anecdote incroyable dans laquelle Tim Cook, le PDG d'Apple, a convoqué en fait dans son bureau Travis Kalanick pour lui expliquer qu'il ne respectait pas les règles d'utilisation de l'App Store, qu'il ne respectait pas les règles de respect de confidentialité des données de l'App Store et apparemment il s'est mangé une soufflante dans le bureau de Tim Cook. C'est assez impressionnant. La problématique avec Uber, c'est que tous ces scandales ont eu raison du PDG et du principal cofondateur Travis Kalanick. Et il a
a fait une espèce de chute de laquelle il ne se relèvera probablement jamais. Alors tout ça, ça a commencé lorsqu'il y a eu une altercation entre Travis et un chauffeur Uber. Ce qui s'est passé, c'est que Travis a commandé un chauffeur Uber une nuit, il s'est retrouvé à l'intérieur du véhicule et le chauffeur, en fait, il a reconnu le PDG d'Uber. Il a commencé à lui faire une espèce de plaidoirie en lui disant qu'il était complètement affolé de la baisse des rémunérations des chauffeurs, de la manière dont ils étaient traités, le fait qu'il n'y ait pas de sécurité sociale, qu'il n'y ait pas d'avantages comme les employés en ont dans d'autres entreprises. Et ça a fait un peu des échauffourées, ça en est allé jusqu'aux mains. Mais sauf que tout ça, ça a été enregistré par une caméra et Travis, il a eu des insultes complètement insensées contre le chauffeur, et tout ça, ça a été relayé sur les réseaux sociaux, ça a fait un bad buzz énorme. Il y a eu aussi une grosse controverse pendant le Muslim ban. Alors je sais pas si tu le sais, mais Donald Trump, juste après avoir été élu, il a passé une loi ou une réglementation qui interdisait le fait que certains ressortissants de pays principalement musulmans pouvaient accéder aux États-Unis. C'est ce qu'on a appelé le Muslim ban. Ce qui s'est passé, c'est que les taxis, par mouvement de solidarité, puisqu'il y en a beaucoup qui sont issus de pays musulmans, et pendant 1 heure, ils ont décidé de bloquer complètement la circulation dans de grandes villes aux États-Unis et de ne plus prendre aucun client. Ça a complètement gelé la circulation. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que Travis et Uber, eux, ils ont simplement baissé leur prix pour que les gens aient encore plus envie d'utiliser Uber à ce moment-là. Uber a continué à opérer dans les aéroports, donc en fait tous les gens qui étaient bloqués, ils avaient juste à prendre un Uber. En plus de ça, ça coûtait moins cher puisqu'ils ont baissé leur prix. Et ça a été extrêmement mal perçu par la communauté musulmane, en fait, qui était directement affectée par ce Muslim ban et qui voulait protester. Sauf qu'Uber est arrivé, a complètement déjoué le coup. Ça a déclenché une vague de haine sur les réseaux sociaux, avec notamment la naissance du hashtag #DeleteUber. Il y a plus d'1 demi-million d'utilisateurs qui ont supprimé l'application Uber. Il y a eu aussi des révélations sur ce qui se passait en interne chez Uber. Tu te rappelles, je t'avais parlé d'une femme qui s'appelle Suzanne Foiler. Et cette femme, elle a décidé de sortir du silence et de dénoncer tout ce qui se passait, donc la misogynie, la manière dont étaient traitées en fait les personnes qui étaient entre guillemets en bas de la hiérarchie chez Uber. Et ça a déclenché une vague de personnes qui sont sorties du silence après avoir démissionné de chez Uber. Il y a beaucoup d'harcèlements qui ont été dénoncés, il y a une ambiance toxique qui a été aussi dénoncée par ces personnes-là. Il y a eu aussi de la discrimination et principalement une très mauvaise gestion de la startup. Il y a aussi un rapport indépendant d'une centaine de pages qui est sorti à ce moment-là, qui a dépicté toutes les histoires de meurtres, de viols, d'agressions sexuelles et d'agressions qu'il y a eu entre les chauffeurs Uber et les clients pendant des années et des années. Et ça a fait très mal à la réputation d'Uber. Alors après toutes ces révélations et tous ces scandales, Travis Kalanick, il a pris un sacré coup. D'autant plus que malheureusement pour lui, dans sa vie personnelle, ça n'allait pas trop puisqu'il venait de perdre sa mère. Et donc pour son décès et pour pouvoir se reposer un peu de toutes ces histoires-là, il a dû prendre ce qu'on appelle un congé personnel et donc il s'est retiré de la direction d'Uber pendant quelques mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce temps-là, toutes les personnes qui étaient au board d'Uber, donc tous les actionnaires et toutes les personnes impliquées dans le management et dans la gestion d'Uber ont décidé de se liguer contre lui et lui ont fait signer de force une démission. Donc finalement, Travis, il n'avait pas le choix d'accepter, il a signé la démission et il n'a plus été PDG d'Uber. Alors bien évidemment, tous ces événements, plus la démission du cofondateur qui était PDG de cette entreprise, ont eu en fait un impact complètement négatif sur l'application. L'application a perdu beaucoup d'utilisateurs. Maintenant, on le voit depuis quelques années, Uber est en train de revenir petit à petit, ils implémentent de nouvelles choses. J'ai l'impression que l'application a bien évolué aussi depuis, que la manière dont ils traitent les chauffeurs est petit à petit en train d'évoluer. Donc voilà. Ce qui s'est passé et l'histoire que je viens de te raconter, ça a eu un impact énorme sur l'entreprise et sur la manière dont elle a été gérée. Et aujourd'hui, on est en train de regarder et d'observer nous-mêmes avec Uber et ce qui se passe chez Uber, un peu la remontée des enfers de cette application. Maintenant, je t'ai raconté une histoire. C'était potentiellement une histoire assez longue. Mais en fait, le but de cette vidéo, c'était de te donner des leçons à retenir que toi, tu pourras appliquer dans tes propres projets. Même si tu ne veux pas devenir entrepreneur, au moins tu pourras retenir certaines leçons qui s'appliquent dans la vie aussi de tous les jours. Et maintenant, je vais te les donner, puisque moi, c'est ce que j'en ai ressorti de cette histoire. Alors, premièrement, Uber est né sur l'innovation. Ça nous rappelle encore une fois que les personnes qui cherchent à innover, qui trouvent des solutions innovantes avec des plateformes innovantes, là, la mise en relation entre deux personnes, c'était un coup de génie pour le coup, et ça paye. Donc, ce que tu peux retenir de ça, c'est que l'innovation doit être au cœur de ta réflexion lorsque tu lances un projet, puisque si tu arrives à être innovant ou innovante, tu as déjà gagné 50% de ton histoire. Il y a un deuxième point qui est la nécessité de s'adapter aux comportements et aux besoins des utilisateurs. Là où Uber a été très fort, malgré tous ces scandales, etc., c'est qu'ils ont su pivoter et offrir de nouveaux services aux utilisateurs. Puisque les demandes des utilisateurs évoluaient, Uber a toujours su
sortir de nouveaux services, sortir de nouvelles choses avec Uber Comfort, UberX. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant, la manière dont ils ont su être agiles pour rebondir à chaque fois et sortir de nouveaux produits et répondre à de nouveaux besoins des consommateurs. Donc, ce que tu peux retenir, c'est que si tu arrives à être innovant et à répondre aux besoins des utilisateurs, pourquoi pas créer le nouveau Uber. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et après, sur le côté un peu plus état d'esprit et opérationnel de la gestion d'une entreprise, il y a eu énormément de crises et de scandales dans l'histoire d'Uber. Donc là, je t'en ai raconté quelques-unes. La vidéo est assez longue, mais j'aurais pu en faire une vidéo de 2 heures carrément parce qu'il y avait énormément de scandales et de cas particuliers à t'expliquer. Mais tu l'as vu, à chaque fois, Uber a su se relever. Aujourd'hui, Uber existe toujours, et reste l'application leader dans ce qui va être mise en relation entre chauffeurs et particuliers. Donc, il y a quand même une leçon à retenir, c'est que les entreprises qui gèrent le mieux les crises, avec des fondateurs qui sont solides sur leurs appuis, qui savent justement pivoter et être agiles, et ça va être des entreprises qui vont réussir. Donc, ce que tu peux retenir de cette histoire, c'est que oui, il y a eu des crises et potentiellement il y aura des crises dans ton projet. Alors j'espère que ce ne sera pas des crises qui sont liées au sujet qu'on a abordé dans cette vidéo, sinon c'est très grave. Mais il y aura forcément des crises de trésorerie, des crises de management, des crises entre les fondateurs. Si tu arrives à te relever de ces crises-là, tu as de grandes chances de réussir ton projet. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu l'as compris, l'histoire d'Uber est assez folle. Et c'est un peu toujours le cas avec ces entreprises en fait qui ont complètement révolutionné le monde. D'ailleurs, ce nouveau format, il a un seul but, c'est de vous raconter les histoires des entreprises qui ont changé le monde de par leur innovation, de vous raconter et de vous donner les clés de leur succès pour que vous puissiez les utiliser, vous, dans vos projets et dans votre vie. Donc si tu as kiffé ce nouveau format, n'hésite pas à me le faire savoir en likant et en mettant en commentaire potentiellement une entreprise que tu aimerais que j'analyse dans une prochaine vidéo pour que tu puisses t'en inspirer. En tout cas, comme d'habitude, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.